Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire véritablement terrifiante. Par une journée accablante d'août 2020, une jeune infirmière de 25 ans sort faire son jogging habituel sur une route rurale bien connue, et disparaît sans laisser la moindre trace. Aucun appel, aucun message, aucun signe, aussi minime soit-il. Son téléphone s'éteint soudainement. Son activité en ligne cesse brutalement. Pour ses proches, ce silence est immédiatement alarmant. Pour les habitants d'une petite ville de l'Arkansas, c'est le début d'une mobilisation sans précédent, la plus vaste opération de recherche de leur histoire. Personne n'aurait pu imaginer que cette affaire dévoilerait un tissu de mensonges, une façade de respectabilité, une surveillance secrète et un sang-froid d'une cruauté inimaginable. Mais à cet instant précis, il n'y avait qu'une route vide, la lumière déclinante du soir, et une jeune femme qui ne rentrait pas chez elle. Sydney Sutherland est née à Grube, dans l'État de l'Arkansas, au sein d'une famille modeste et profondément unie. Dernière d'une fratrie de 3 enfants, elle entretenait un lien exceptionnellement fort avec sa mère, Maggie. Entre elles, aucune distance émotionnelle, elles se parlaient tous les jours, partageaient tout, se soutenaient en toutes circonstances. Leur relation était si fusionnelle qu'elle semblait presque symétrique, comme deux reflets dans un miroir. Cette proximité a façonné la personnalité de Sydney. Elle a grandi douce, chaleureuse, accessible. Excellente élève, discrète et ordonnée, elle imposait naturellement le respect par sa simplicité. Très tôt, elle ressent une vocation profonde, celle d'aider les autres. Personne ne fut donc surpris lorsqu'elle choisit de devenir infirmière. Après le lycée, elle s'inscrit dans un programme de formation médicale, puis débute sa carrière au Harris Medical Center. Très vite, elle y gagne l'estime de ses collègues et des patients. Sydney n'apportait pas seulement des soins, elle insufflait du réconfort par sa seule présence. En dehors de son travail, elle menait une vie personnelle comblée. Elle vivait avec son compagnon, Alex, partageait son quotidien avec ses chiens, chérissait ses neveux et nièces, et se montrait très attachée aux traditions familiales. L'activité physique occupait une place centrale dans sa routine. Le sport lui permettait d'évacuer le stress et de conserver un équilibre mental et émotionnel. Au mois d'août 2020, la famille Sutherland s'offre des vacances en Floride. Ce séjour s'avère particulièrement précieux. Ils nagent, se promènent, prennent des photos, sans savoir que ces instants seraient les derniers témoins d'un quotidien qui allait s'effondrer. Sydney rentre chez elle apaisée, prête à reprendre sa vie avec entrain. À quelques kilomètres de là, dans le même comté, vivait Quake Lewan. Issu d'une ancienne famille d'agriculteurs, les Lewan possédaient une grande étendue de terre. Dans la région, on les considérait comme des gens droits, travailleurs, fiables. En 2016, ils furent même désignés « Famille agricole de l'année », une distinction officielle et prestigieuse décernée dans le comté de Jackson. Depuis son plus jeune âge, Quake travaillait sur l'exploitation familiale. Il manipulait les machines agricoles, s'occupait des récoltes, et assumait les tâches quotidiennes liées à la ferme. Tout dans son parcours semblait irréprochable. Aucun écart, aucune plainte, aucun incident. Il était discret, réservé, solitaire, mais ne suscitait aucune inquiétude. Les voisins le décrivaient comme un homme distant, préférant la solitude à la compagnie, mais jamais menaçant. Il ne cherchait pas l'attention, ne se mêlait pas aux autres, et ne faisait pas de vagues. Un homme en retrait, presque invisible. Personne n'imaginait une seule seconde que derrière cette façade silencieuse se cachait quelque chose de bien plus troublant que de la timidité. Rien, dans son attitude, ne laissait présager qu'il serait un jour suspecté. Il vivait en marge, hors du champ, loin des conflits, au-delà des soupçons. L'absence totale de signes avant-coureurs s'est révélée être la plus dangereuse des illusions. En cette journée étouffante d'août 2020, les chemins de Sydney Sutherland et de Quake Lewan ne s'étaient encore jamais croisés. Leur vie évoluait en parallèle, sans jamais se rencontrer. Elle, au milieu des siens, entourée de confiance et de tendresse. Lui, solitaire, plongé dans le silence des machines, des champs et de la distance. Ils ne partageaient que la même terre, et cette sensation trompeuse de sécurité propre aux petites villes où chacun connaît chacun. Mais le destin allait les réunir d'une manière qu'aucune âme n'aurait pu imaginer. Le 19 août 2020 commença comme tant d'autres. Sydney prit la route en direction de Jonesboro pour sa séance habituelle avec son coach personnel à la salle de sport. L'entraînement dura environ 1 heure. Puis elle rentra chez elle. Les caméras de surveillance la montrèrent descendant de sa voiture, prenant ses affaires, entrant brièvement chez elle avant de ressortir, vêtue de sa tenue de sport, calme, sereine, sans le moindre signe de fatigue ni de malaise. Elle fit ensuite un détour par la maison de sa mère pour y déposer le courrier accumulé pendant leurs récentes vacances. La visite fut brève, le ton familier. Elles parlèrent de tout et de rien. Sydney évoqua l'idée de faire des cookies ou des brownies. Elle énonça ses projets de l'après-midi, précisant qu'elle comptait aller courir. Sa mère tenta doucement de la dissuader, lui rappelant qu'elle avait déjà fait du sport et que la chaleur était accablante.
Sydney répondit avec un sourire. Cette course, dit-elle, c'était plus une échappée mentale qu'un effort physique. Avant de partir, elles échangèrent un « je t'aime » à tout à l'heure, leur dernier mot. De retour chez elle, les caméras la captèrent une dernière fois alors qu'elle consultait son Apple Watch pour enregistrer ses statistiques. Vers 14h30, elle prit la direction de la route 18, entre Newport et Grube. Un trajet qu'elle connaissait par cœur. Elle l'avait parcouru des dizaines de fois. Une route paisible, bordée de champs et de fermes, peu fréquentée, avec peu de distractions, et une chaussée idéale pour courir. Au même moment, Kwek Lewin circulait dans le secteur, au volant de son pick-up. Il aperçut une femme qui courait. Elle ne montrait aucun signe d'alerte, ne faisait aucun geste suspect. Il la dépassa, puis, après quelques instants, fit demi-tour. Il revint sur ses pas, retourna sur ce même tronçon de route, et se mit à l'observer. Il ralentit. Elle continuait à courir, inconsciente du danger imminent. Sans aucune provocation, sans aucun échange de mots, Lewin passa à l'acte. Il tourna brusquement son véhicule en direction de Sydney, et la percuta de plein fouet. Plus tard, il admettra avoir utilisé sa voiture comme une arme. Le choc fut violent. Le corps de Sydney fut projeté au sol, gravement blessé, incapable de bouger. Immédiatement après la collision, il descendit de son pick-up, souleva son corps inerte, et la chargea à l'arrière de son véhicule. Puis il quitta la route principale, emprunta un chemin de terre menant aux terres agricoles appartenant à sa famille. Il s'arrêta dans un recoin isolé, à l'abri des regards. C'est là, dans ce lieu désert, qu'il commit l'acte d'une brutalité insoutenable. Sydney était encore en vie, à moitié consciente. Il la laissa là, sans aide, sans vêtements, sans la moindre chance de secours. Après ce qu'il avait déjà infligé, il prit une décision irréversible, celle de lui ôter la vie. D'après le rapport du médecin légiste, Sydney ne succomba pas immédiatement. Elle endura plusieurs blessures graves, dont certaines se révélèrent fatales. Lewin n'appela pas les secours. Il ne tenta pas de fuir. Au lieu de cela, il creusa une fosse peu profonde, la même où les générations de sa famille avaient travaillé la terre. Il y déposa le corps de Sydney, le recouvrit de terre, puis repartit comme si de rien n'était. Il rentra chez lui, se lava, changea de vêtements. Il cacha ses habits souillés dans le panier à linge de la maison de sa mère. Plus tard, il affirmera avoir paniqué. Mais chacun de ses gestes respirait la préméditation et le sang-froid. Il ne confia rien à personne. Il poursuivit sa journée comme si tout était normal. Il dîna en famille. Il répondit au téléphone. Il est resté calme. Pendant des heures, il ne laissa transparaître aucun trouble, aucun signe de nervosité. Autour de lui, personne ne pouvait soupçonner qu'il venait tout juste de commettre un crime violent, et de l'avoir minutieusement dissimulé. Ce soir-là, le 19 août, Sydney Sutherland ne rentra pas chez elle. Son compagnon, Alex, ne s'alarma pas immédiatement. Au début, il attendit. Ils avaient l'habitude de rester en contact tout au long de la journée, et parfois, ses réponses tardaient un peu. 30 minutes passèrent, puis 1 heure. Toujours aucun appel. Aucun message. Lorsqu'il tenta de la joindre, son téléphone le redirigea vers la messagerie. Aucun signe d'activité sur les applications de messagerie non plus. Alex comprit que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas dans les habitudes de Sydney. Elle était toujours joignable. Même lorsqu'elle faisait du sport, elle consultait régulièrement son téléphone et répondait sans tarder. L'inquiétude monta. Au début, il pensa que la batterie avait simplement lâché. Mais plus les minutes s'écoulaient, plus l'angoisse s'intensifiait. Il ne cessait de l'appeler, d'envoyer des messages, d'espérer un signe, un mouvement, une trace d'activité. Le silence devenait insupportable. Alex contacta alors Maggie, la mère de Sydney. Elle confirma avoir vu sa fille plus tôt dans la journée. Elles avaient parlé. Tout semblait normal. Sydney lui avait dit qu'elle comptait aller courir. Maggie imaginait qu'elle était déjà rentrée chez elle. Mais lorsque, elle aussi, réalisa que Sydney ne répondait plus, l'inquiétude devint panique. Ensemble, ils commencèrent à appeler des amis, des proches, mais personne n'avait eu de nouvelles. Aucune trace. Aucune explication. Ce même soir, Alex déclara officiellement la disparition de Sydney. Il savait. Au fond de lui, il le sentait, quelque chose d'anormal s'était produit. Sydney n'était pas le genre de personne à disparaître sans prévenir. Elle informait toujours quelqu'un de ses déplacements. Elle restait constamment en contact. Le bureau du shérif du comté de Jackson prit l'affaire très au sérieux. Le shérif connaissait personnellement la famille. Il avait vu Sydney grandir. Il ne crut pas une seule seconde qu'elle était partie de son plein gré. Il n'attendit pas. Dès le matin du 20 août, une opération de recherche fut lancée. Dès le départ, toutes les ressources disponibles furent mobilisées. La police locale, les enquêteurs d'État, les agents fédéraux, tous se joignirent aux recherches. Rapidement,
l'opération devint l'une des plus vastes de l'histoire du comté. La zone où Sydney avait l'habitude de courir fut passée au peigne fin par les policiers et des centaines de bénévoles. Les habitants se mobilisèrent spontanément. Hommes, femmes, adolescents, retraités, certains posèrent un jour de congé, d'autres confièrent leurs enfants à des voisins pour rejoindre les recherches. Plus de 300 personnes participèrent aux fouilles. Ils agissaient vite. Chaque minute comptait. Ils commencèrent par suivre le parcours de course de Sydney, inspectant les accotements, les fossés, les lisières boisées. En parallèle, les enquêteurs entamèrent l'analyse des données numériques. Sydney portait une Apple Watch et avait son iPhone avec elle. Ce détail allait s'avérer crucial. Les autorités demandèrent l'accès aux données géographiques via son opérateur mobile et Apple. En quelques heures, elles reçurent des coordonnées GPS précises. Ces données indiquaient un secteur particulier, situé entre Newport et Grube, le long de la route où elle avait été vue pour la dernière fois. Un livreur privé déclara avoir aperçu Sydney courant sur cette route le 19 août. Elle semblait bien, seule, et rien ne paraissait anormal. Son témoignage coïncidait avec les informations recueillies grâce à ses appareils. Ces éléments permirent de resserrer la zone de recherche. Les équipes concentrèrent alors leurs efforts dans ce secteur ciblé. Et dans la matinée du 20 août, un groupe de bénévoles fit une découverte troublante, l'iPhone de Sydney. Il était posé sur le sol, non loin de chez elle. L'appareil n'était pas endommagé. Il reposait simplement dans l'herbe, comme s'il avait été délibérément déposé là. Pas comme un objet tombé accidentellement, mais plutôt comme une pièce déplacée sur un échiquier. Les spécialistes de la criminalistique confirmèrent plus tard que le téléphone avait été manipulé après coup. Dès cet instant, il ne s'agissait plus d'une simple disparition. L'enquête n'était plus considérée comme une procédure de routine. Elle venait de basculer. Les enquêteurs commencèrent à traiter l'affaire comme un potentiel crime. Toute personne ayant été présente dans la zone concernée au moment de la disparition entra dans le champ des investigations. Des dizaines de personnes furent interrogées. Parmi elles, Kwek Lewang. Il se présenta de lui-même au poste. Il déclara avoir vu Sydney et affirma vouloir aider les autorités. Il prétendit qu'il espérait être utile, se montra coopératif, se proposa même pour participer aux recherches. D'après lui, Sydney courait seul et semblait en parfaite santé. Il insista, rien ne lui avait semblé suspect. À première vue, son témoignage ne soulevait aucune alerte. Il alla jusqu'à donner son accord pour que les enquêteurs inspectent son véhicule. Son père n'émit aucune objection. L'examen du pick-up débuta immédiatement. Les agents passèrent chaque recoin au crible. Lorsqu'ils inspectèrent la benne du camion, ils firent une découverte capitale, des traces de sang. C'était la première contradiction majeure dans la version de Kwek Lewang. Jusqu'alors, il n'avait mentionné aucun contact physique avec Sydney. La présence de sang modifia radicalement la perspective. Le véhicule ne pouvait plus être considéré comme anodin. Il devenait, potentiellement, l'instrument d'un crime. Les enquêteurs élargirent leurs recherches à l'empreinte numérique de Lewang. Les données de géolocalisation de son téléphone révélèrent qu'il se trouvait, le jour de la disparition de Sydney, dans la même zone qu'elle. Les coordonnées correspondaient presque minute par minute à ses déplacements. Son téléphone et les appareils de Sydney se déplaçaient en parallèle. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une convergence directe. Puis, de nouveaux éléments apparurent. Les caméras de surveillance installées sur la ferme familiale des Lewang enregistrèrent des images de son véhicule. Dans un premier temps, on voit le camion quitter la propriété. Un peu plus tard, il revient. Mais cette fois-ci, la benne est recouverte d'une bâche. En dessous, une forme volumineuse et identifiable. Une forme qui n'était pas là auparavant. Pour les enquêteurs, cela ne faisait plus aucun doute. Les déclarations de Lewang ne correspondaient pas aux faits. Sous le poids grandissant des preuves, Kwek Lewang commença à vaciller. Il fut convoqué pour un nouvel interrogatoire. Au départ, il continua de nier toute implication. Puis, il finit par admettre qu'un « accident » avait eu lieu. Selon sa version, il aurait percuté Sydney involontairement, mettant en cause la poussière sur la route, une mauvaise visibilité, et une panique soudaine. Il reconnut avoir placé son corps dans la benne du pick-up avant de s'éloigner. Il expliqua son silence par la peur et la confusion. Mais les enquêteurs ne se laissèrent pas convaincre. Ils le poussèrent à aller plus loin. Et son récit évolua. Il avoua avoir retiré les vêtements de Sydney. Il admit avoir dissimulé son corps, l'avoir enterré. Il raconta même avoir caché les vêtements qu'il portait au moment des faits dans le panier à linge de la maison de sa mère. À ce stade, l'idée d'un acte de panique ne tenait plus. Chaque geste était réfléchi. Il s'agissait d'un effort structuré pour camoufler la vérité, effacer les preuves, et détourner les soupçons. Lors de la perquisition du domicile de sa mère, les enquêteurs mirent la main sur des éléments cruciaux. Parmi eux, un t-shirt noir et un short appartenant à Kwek Lewang. Sur ces vêtements,
des cheveux de Sidney furent retrouvés. Des tests ADN confirmèrent ensuite qu'il s'agissait bien des siens. Ces preuves le reliaient directement à la scène du crime, au moment même des faits. Peu à peu, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Les témoignages, les traces de sang, les données GPS, les vidéos de surveillance. La chaîne de preuves se renforçait. Une seule conclusion devenait inévitable. Kwek Lewang non seulement savait ce qu'il s'était passé, mais il avait mis tout en œuvre pour le dissimuler dès les premières heures. Après la découverte de ces éléments accablants, il fut convoqué une seconde fois pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, la pression était maximale. Les enquêteurs lui exposèrent un à un les faits irréfutables. Les coordonnées GPS de son téléphone. Les images de la ferme. Les traces de sang dans le véhicule. Le pick-up, les vêtements dissimulés, les contradictions dans ses déclarations. L'histoire d'un accident tragique ne tenait plus. Kwek Lewang tentait de garder contenance, mais ses propos se contredisaient de plus en plus. Alors les enquêteurs posèrent la question de manière directe. Qu'avait-il fait après avoir percuté Sidney? Lewang finit par admettre avoir transporté son corps jusqu'à un champ isolé appartenant à sa famille. Là, il lui retira ses vêtements et commit un acte de violence extrême. Lorsqu'on lui demanda si Sidney était encore en vie à ce moment-là, il ne donna aucune réponse claire. Il se contenta de dire que tout s'était passé vite, comme dans un brouillard. Il l'enterra ensuite dans une tombe peu profonde, convaincu que personne ne viendrait fouiller cet endroit reculé. Il reconnut avoir choisi l'emplacement à l'avance. Il connaissait parfaitement cette parcelle de terre. Après cela, il rentra chez lui, jeta ses vêtements dans un panier à linge, prit une douche, et s'installa pour dîner. Comme si de rien n'était. Son ton, tout au long de la confession, resta glaçant de détachement. Le 21 août 2020, 3 jours après la disparition de Sidney Sutherland, les recherches prirent fin. Les forces de l'ordre et les enquêteurs se rendirent à l'endroit indiqué par Kwek Lewang. Un champ reculé, appartenant à sa famille, loin des routes principales. L'accès y était limité. Seul quelqu'un connaissant intimement la géographie du terrain pouvait y accéder. À l'emplacement exact qu'il avait décrit, les agents remarquèrent une zone d'herbe fraîchement retournée. Sous la surface du sol, ils découvrirent le corps. Les experts commencèrent l'examen de la scène. La fosse était peu profonde, clairement pas destinée à dissimuler longtemps. Le corps était placé dans une posture tordue, partiellement recouvert de vêtements que Kwek Lewang avait soit oubliés, soit volontairement laissés. Tout ce qu'il avait reconnu jusque-là se trouvait désormais devant les enquêteurs, matérialisé dans le sol. Les équipes médico-légales entamèrent leurs analyses. Il fut déterminé que la cause du décès était un ensemble de blessures multiples. Certaines indiquaient une lutte, mais les coups fatals résultaient de traumatismes causés par des coups portés avec les mains et les pieds, infligés avec une violence considérable. La mort ne fut pas immédiate. Avant cela, Sidney avait subi une agression. Les médecins légistes établirent que le crime s'était déroulé en plusieurs phases. D'abord, elle fut heurtée par le véhicule. Ensuite, transportée dans le pick-up. Puis déplacée et agressée. Enfin, elle reçut les coups mortels. Aussitôt après la découverte du corps, Kwek Lewang fut officiellement arrêté. Il fut inculpé pour meurtre au premier degré, agression, enlèvement, et profanation de cadavres. Chacune de ces charges reposait sur des preuves solides. Sa propre confession, les résultats des expertises scientifiques, les déclarations de témoins. Pour la famille Sutherland, les pires craintes se confirmaient. L'espoir fragile des premiers jours s'éteignait définitivement. Le corps de Sidney avait été retrouvé, enseveli dans la terre, tout près du lieu où elle avait vu le jour et grandi. La nouvelle de sa mort bouleversa profondément la communauté de Grub. Les bénévoles qui l'avaient cherché, les professionnels de santé, les enseignants, tous ressentirent la perte comme un coup personnel. Le plus insupportable fut de comprendre que l'homme responsable avait été parmi eux. Qu'il avait regardé dans les yeux les proches de Sidney. Qu'il avait fait semblant d'aider. Après son arrestation, Kwek Lewang ne manifesta aucun remords. Il ne s'exprima pas. Il ne s'excusa jamais. Il n'expliqua pas ses actes. Son attitude resta froide, presque mécanique. Les agents qui l'escortèrent plus tard remarquèrent l'absence totale de confusion ou d'angoisse. Il ne chercha pas à se justifier. Il ne revint pas sur ses aveux. Il confirma tout, sans émotion. Les enquêteurs achevèrent leur travail. Ils reconstituèrent minutieusement la chronologie complète, depuis l'instant où Sidney avait quitté sa maison, jusqu'au dernier signal de géolocalisation émis par son Apple Watch, et enfin la découverte de son corps. Chaque étape de la chronologie fut vérifiée, confirmée, validée. Même sans sa confession, les preuves accumulées auraient suffi à bâtir un dossier solide, implacable. Une fois l'enquête achevée, le dossier de Kwek Lewang fut transmis à la cour du comté de Jackson. L'équipe de la défense savait qu'un procès devant jury aboutirait très probablement à un verdict de culpabilité. Dans ce cas, Lewang risquait la peine de mort.
Son avocat déposa une requête pour qu'une évaluation psychiatrique soit menée. L'examen prit plusieurs mois. En février 2021, les résultats tombèrent. Quek Lewan était déclaré apte à être jugé. Il comprenait ses actes et avait pleinement conscience de leurs conséquences. Le psychiatre chargé de l'évaluation affirma que l'accusé ne souffrait d'aucun trouble mental sévère. Son détachement émotionnel fut certes constaté, mais ne relevait pas d'un trouble psychologique reconnu. Aucun signe de remords. Aucune compassion exprimée envers la famille de la victime. Les enquêteurs confirmèrent une fois de plus que, juste après le crime, il était rentré chez lui, avait pris une douche, dîné, et s'était comporté comme si de rien n'était. Le parquet proposa alors un accord, un plaidoyer de culpabilité, en échange de l'abandon de la peine de mort. Cette option fut longuement discutée avec la famille de Sidney. Ils ne voulaient pas d'un procès interminable, ni de témoignages répétés, ni d'une exposition publique de chaque détail du crime. C'était une décision douloureuse, mais nécessaire. Ils acceptèrent. Quek Lewan serait condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le 1er octobre 2021, Quek Lewan plaida officiellement coupable des faits de meurtre et d'agression. 2 autres chefs d'accusation furent abandonnés dans le cadre de l'accord conclu. Les parents de Sidney et ses proches étaient présents dans la salle d'audience. Lorsque vint le moment des déclarations de la famille de la victime, sa mère prit la parole. Elle s'adressa directement à Lewan, exigeant qu'il la regarde dans les yeux. Elle lui dit qu'il n'avait aucun droit de lui arracher sa fille. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient d'une clarté douloureuse. Le père de Sidney parla à son tour. Il traita Lewan de lâche et souligna que ses actes avaient été prémédités, délibérés, réfléchis. La famille ne parla pas de vengeance. Elle parla de justice. Leur ton n'était pas empreint de colère, mais portait tout le poids de la perte, de l'irréparable. L'histoire de Sidney Sutherland nous rappelle que le danger peut se cacher à la vue de tous, sous les traits ordinaires de ceux que l'on croit connaître.